Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Nous sommes arrivés au site numéro 89 et nous sommes le 5 mai 2018. Le bilan humain est moitié moindre que la semaine dernière, heureusement entre guillemets, parce qu'il y a quand même un bilan humain qui est assez mauvais, mais c'est parce qu'il y a eu des violations en baisse, un nombre de violations en baisse. Alors je suis pas certain, comme j'imagine toi aussi, que ce genre de bilan va continuer sa désescalade, hein, ça m'étonnerait. Non, surtout que la baisse est vraiment concentrée. On mettra une image du graphique des bombardements de la semaine. On a un nombre de bombardements, de violations par jour. Nos auditeurs pourront voir que la baisse est vraiment concentrée sur le début de la semaine et après c'était reparti comme en 14. Oui. Donc je pense que on va continuer malheureusement sur une mauvaise tendance générale. En tout cas, durant la semaine écoulée, donc l'armée ukrainienne a violé cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 142 reprises, donc on est effectivement beaucoup moins que la semaine passée, durant lesquelles elle a tiré 22 obus d'artillerie de 122 mm, 44 obus de chars d'assaut, 414 obus de mortier de 120 et 82 mm, sans compter bien sûr tout ce qui est tir de véhicules de combat d'infanterie, de lance-roquettes, de systèmes de défense antiaérien, de lance-grenades et d'armes légères, qui porte le total à 3701 munitions tirées en une semaine. Donc on est à presque moitié moins que la semaine dernière. Ces tirs ont visé 14 localités de la République et il faut y rajouter 25 violations et 629 munitions, rien que durant les dernières 24 heures. Donc on voit qu'on n'est pas vraiment sur une tendance durable vers la baisse, hein, au contraire. Ouais. C'est juste une petite baisse temporaire en début de semaine. Je pense liée à la future arrivée de Poroshenko, puisqu'il est venu le 2 mai là, à Kramatorsk. Donc je pense que c'était plus lié à ça qu'autre chose. Donc suite à ces bombardements de la semaine écoulée, 2 civils sont morts, 6 ont été blessés. Il faut y rajouter un soldat de la RPD mort et un autre blessé. Il semble qu'il y en a eu 2 qui ont été aussi blessés aujourd'hui, ce matin. Les tirs ont endommagé 12 habitations cette semaine, plus 9 infrastructures civiles. Au niveau armes lourdes, il y en a toujours trop, hein, près de la ligne de front côté ukrainien. Derrière la semaine dernière, j'avais dit qu'on avait à peu près 70 pièces qui avaient été notées près de la ligne de front. J'avais vu passer un rapport montrant que dans le rapport de l'OSCE qui note les absences des zones de stockage, on était quasiment à 200 pièces. Donc quand je dis que ce qu'on détecte sur le front, c'est une partie de l'armement lourd ukrainien qui se trimballe dans la nature, on voit que c'est effectivement le cas quand on compare avec les rapports de l'OSCE. D'accord. Donc là, cette semaine, on a détecté que 59 pièces d'armement lourd proche de la ligne de front côté ukrainien, entre autres 12 obusiers automoteurs Akatia de 152 mm, 3 obusiers tractés MSTAB de 152 mm, 17 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm, 4 canons anti-chars Rapira de 100 mm, 3 systèmes de défense antiaérien Strela 10, 9 chars d'assaut T-64 et T-72 et 11 BMP, BTR et auto-mitrailleuses. Donc BMP, BTR, c'est véhicules de combat d'infanterie et véhicules de transport de troupes blindées. Donc, comme on voit, les grades ont été rangés dans les entrepôts, ce qui est une bonne chose, ils n'ont pas servi. Par contre, cette semaine, on a vu une recrudescence de tirs d'obus de chars d'assaut. Ils sont lâchés avec les chars d'assaut pendant 2-3 jours, là. En fin de semaine, ça c'est pas top quand même, hein, parce que c'est quand même des obus qui font des gros dégâts. C'est des tirs tendus, c'est ça, hein. Enfin, il les tire peut-être en artillerie, c'est-à-dire en cloche, hein, en cloche, ou alors en tir direct, hein, c'est parce que c'est. Il les tire souvent en cloche. Il utilise les canons, donc les canons de chars, c'est du 125 mm pour ces chars-là. Il les utilise comme des canons d'artillerie, quoi. Il tire en cloche. Tir en cloche, hein. Ça je l'avais déjà vu l'année dernière quand il y avait eu l'escalade, où ils avaient tiré sur des quartiers nord de Makeïevka et des quartiers nord de Donetsk, donc en cloche, avec du canon de char. Donc ça les gêne pas du tout de les utiliser comme ça, ils le font assez fréquemment. Donc comme on l'avait annoncé la semaine dernière, donc le 30 avril à 14h, l'opération antiterroriste de Kiev dans le Donbass a pris fin, pour laisser la place à cette fameuse opération des forces interarmées. Donc maintenant, c'est plus le SBU qui est aux commandes, c'est l'armée ukrainienne. Dans le même temps, les États-Unis ont confirmé avoir déjà livré des systèmes Javelin, donc qui avaient été promis par Washington à Kiev depuis des mois. Je trouve que le moment choisi pour faire cette annonce ne pouvait pas mieux tomber pour confirmer les pronostics
des autorités de la RPD et de moi-même concernant le fait que ça va très certainement dégénérer, parce que annoncer en même temps que on passe d'une opération dite antiterroriste à une opération des forces interarmées pour soi-disant libérer le Donbass de l'agresseur russe, et que dans le même temps les États-Unis livrent des missiles anti-chars, puisque c'est ça les javelines. Oui. C'est une provocation, puisque oui, puisque Moscou avait dit que ça c'était une ligne rouge à pas franchir, voilà. Et ça prouve surtout que les États-Unis veulent pousser l'Ukraine à poursuivre la guerre et pas à régler pacifiquement le conflit. D'ailleurs, on le voit aussi dans le fait que depuis que Macron a été élu, il n'y a toujours pas eu de réunion au format Normandie. Ah oui. Ça va faire bientôt. Ça va faire un an, pratiquement un an qu'il n'y a pas eu de réunion au format Normandie. Ça, c'est très mauvais signe. Oui. Pendant tout le mandat de Hollande, qui était mandat de pourtant... Hollande, il y avait eu des réunions quand même plus ou moins régulières. Là, il n'y a que dalle. Donc, on avait parlé du fait que les réunions entre Surkov et Volker ont été suspendues sine die. Les réunions au format Normandie aussi. Donc, il n'y a plus de discussion ni avec ce que Poutine appelle les partenaires européens, ni avec les partenaires américains. Ouais. Or, c'est le seul moyen de résoudre le conflit. C'est les discussions avec les réels patrons de l'Ukraine. Oui. Donc ça, c'est quand même pas très bon signe. Ah non, c'est clair. Si tu rajoutes donc la livraison des javelines, je pense que on va aller vers une escalade. Édouard Bassourine, donc le commandant, je rappelle en second du commandement opérationnel de l'armée de l'RPD, a pronostiqué une évolution en 2 temps du conflit, avec une implication à part entière, en tant que participant à part entière du conflit, de tous les bataillons spéciaux du type secteur droit, armée des volontaires ukrainiens, etc. Il semble qu'ils vont servir à boucher les trous sur le front. Ouais. Là où, y a des sections du front qui sont plus exposées et dégarnies parce que l'armée ukrainienne se vide littéralement. Ils pensent aussi que ces bataillons seront utilisés pour mener différentes actions de sabotage et de pacification par la peur contre la population locale des 2 côtés de la ligne de front. Pour lui, c'est une étape qui pourrait durer jusqu'à 2 mois et s'accompagnerait de bombardements réguliers du territoire de la RPD. Pour lui, l'un des buts de cette étape, c'est de forcer la population à quitter les zones proches de la ligne de front. Voilà. Je pense que son pronostic est juste. Je vais expliquer après pourquoi. En tout cas, ces bombardements, comme on peut le voir, se font de plus en plus en plein jour. Il semble que l'armée ukrainienne n'en a plus rien à faire maintenant que l'OSCE puisse enregistrer ou pas ces violations du cessez-le-feu. C'est quand même une évolution inquiétante. Oui, parce que c'était déjà le cas, mais d'une manière indirecte. Voilà, au moins ils attendaient que l'OSCE se casse avant de bombarder. Là maintenant, la présence des observateurs de l'OSCE devient quasiment inutile. Et des tirs en plein jour, ça risque de faire un nombre croissant de victimes parmi les civils, puisque lors des bombardements de nuit, la plupart des gens sont chez eux, puisque je rappelle qu'on a un cessez-le-feu, un couvre-feu, pardon. Oui. On a un couvre-feu, donc à partir de 23h jusqu'à 5h du matin, tout le monde quasiment est à la maison, à part les soldats ou les gens qui ont des métiers qui impliquent de travailler parfois de nuit. Tous les autres civils sont chez eux. Donc ça protège quand même un peu, bien c'est relatif, parce que sauf en cas de tir direct sur ton habitation, mais si c'est des tirs qui tombent en pleine rue, t'as quand même de meilleures chances de survivre si t'es chez toi que si t'es dehors. Et là en journée, les gens ils vont, ils viennent, ils travaillent, ils vont à leur travail, ils vont faire des courses, donc là, ça les expose beaucoup plus à tout ce qui est éclat d'obus, de grenades ou de balles, de snipers. On l'avait déjà vu il y a quelque temps de ça à Donetsk, en plein centre de Donetsk, décidément, où un bus avait été visé par un tir et ça avait été un carnage. C'est un carnage, c'était un bain de sang. Donc suite à cette première étape, la deuxième, quant à elle, commencerait, selon Bassourine, par l'occupation des localités, des hauteurs et des têtes de pont situées dans la zone grise pour permettre à l'armée ukrainienne de mener plus facilement son offensive contre le territoire de la RPD. Pour l'instant, on attend plus d'informations un peu plus précises parce que pour l'instant, les plans des autorités ukrainiennes sont en cours d'approbation
Donc il faut qu'on attende que ces plans soient finalisés pour qu'on puisse obtenir les infos et en dévoiler un peu plus. En tout cas, donc, je disais, la première phase prévue par Basourine a l'air de se mettre en place, puisque les autorités ukrainiennes ont sévèrement durci l'accès aux localités proches de la ligne de front, comme Avdeïevka, Mariinka ou Krasnogorovka, mais aussi l'accès à la RPD et la RPL. Donc il faut désormais justifier d'habiter là, d'avoir de la famille, des proches, ou qu'il y en ait que t'aies des membres de ta famille qui meurent ou que leur tombe soit situé là-bas, pour obtenir désormais un laissez-passer pour pouvoir y accéder. Donc ça, c'est quand même un très mauvais signe. Oui, ça veut dire effectivement qu'il se prépare à quelque chose. On voit aussi se multiplier les évictions de personnes qui vivent dans les localités proches du front. Ainsi, à Avdeïevka, des gens ont eu la surprise en revenant au soir du travail de trouver 6 soldats ukrainiens chez eux, dotés d'un certificat de l'administration civile et militaire ukrainienne de la région de Donetsk, leur en donnant le droit. Donc ils ont même arrêté les propriétaires, sous chef d'accusation de coopération avec la République populaire de Donetsk. Et au point de passage de la ligne de front, les saisies entre guillemets de voitures se multiplient aussi. Ce qui va évidemment améliorer la relation entre la population et l'armée ukrainienne, bien entendu. Parce que pas qu'ils viennent pleurer quand les gens accueilleront l'armée de la RPD et de la RPL en libérateur. Exactement, c'est ça. Ça, je dis rien. Voilà. Je rappelle qu'au départ, ils sont censés venir libérer le Donbass, soi-disant, l'armée ukrainienne. Quand je vois comment ils se comportent avec des libérateurs comme ça, t'as pas envie d'être libéré. Parce qu'ici, on fait pas ça quand même. Les provocations, d'ailleurs, annoncées par Basourine se poursuivent, entre autres sur la forme de bombardements réguliers des points de passage de la ligne de front. Donc, on avait parlé de ces tirs sur des civils au point de passage de Yelenovka. Les autorités ukrainiennes nous accusent aussi de manière complètement fallacieuse de bombardement de notre part sur ces mêmes points de passage. Ainsi, hier, pour masquer leur propre bombardement contre le village de Zaïtsevo, les Ukrainiens ont déclaré que la RPD avait bombardé le point de passage de Mayorsk, qui est situé non loin de là. Et ce matin, c'est avec un missile anti-char guidé que l'armée ukrainienne a bombardé le point de passage de Gnutovo, de leur côté. De nouveau, pour accuser la RPD d'en être responsable. Plusieurs voitures ont été endommagées. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes parmi les civils. Méthode de l'armée ukrainienne, tout va bien. Ah oui, de toute façon, ce sera jugé au stade, le Donbass Arena, quand il faudra juger les crimes de guerre. Voilà. C'est ça. Et pendant ce temps-là, le commandement ukrainien a envoyé une nouvelle commission d'enquête dans la 36e brigade de marine des forces armées ukrainiennes, cette fois-ci. Officiellement, c'est pour vérifier la préparation au combat de l'unité et s'assurer que les problèmes identifiés lors de l'inspection d'avril ont été résolus. Mais en vrai, cette commission est là pour enquêter sur d'éventuelles absences de matériel militaire, comme ils l'ont fait précédemment dans la 28e brigade d'infanterie. Il faut dire qu'ils avaient été servis dans celle-ci, puisqu'ils avaient découvert l'absence d'une grande quantité d'armes légères et de munitions, ainsi que de pièces d'artillerie et d'armes anti-chars, entre autres 2 lance-roquettes anti-chars SPG 9, 4 PTRK concours, donc ce sont des missiles anti-chars philo-guidés, 3 mortiers de 82 mm et 111 pièces d'équipement optique pour l'armement. Basourine a tenu à préciser où avait fini la plus grosse partie de cet armement, à savoir chez nous. Oui. Les soldats de cette unité, nous les ayant remis gratuitement parce qu'ils s'opposent à la politique de Poroshenko et ne veulent pas tuer les civils du Donbass. Donc on a des soldats ukrainiens qui font de la désobéissance comme ça. Donc s'il y en a qui se demandent comment on arrive à obtenir certaines pièces d'équipement, voilà, vous avez la réponse. À force d'avoir des chefs pourris moralement, les soldats ukrainiens qui sentent qu'ils vont devoir être utilisés comme de la chair à canon, ils refusent. Ils refusent et puis ils désobéissent et donc ils filent leurs pièces d'armement. Voilà. Donc il y a des fois on les a achetées, comme on avait acheté des positions l'année dernière, et puis des fois on les obtient gratos. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on se réapprovisionne en armement. On va parler maintenant de la situation en République populaire de Donetsk. Comme l'avait annoncé Alexandre Zakharchenko il y a 2 mois en arrière, la stratégie de développement de la République est en cours d'élaboration avec l'aide de l'ensemble des citoyens de la RPD. Donc hier, le mouvement public République de Donetsk, donc je rappelle Alexandre Zakharchenko et le président vient d'annoncer donc avoir clôturé la collecte des propositions qui avaient été récoltées dans le cadre du forum de discussion autour de cette stratégie. Je rappelle qu'elle avait été surnommée Force du Donbass.
Donc lors de ce forum étaient présents des travailleurs sociaux, des économistes, des scientifiques et des travailleurs du domaine culturel. Donc ils ont abordé lors de discussions assez longues tous les points clés de la vie et du développement futur de la République, comme la gouvernance, la santé, l'économie, la culture, les sciences et l'éducation. Donc Natalia Volkova, donc, qui est la chef du comité exécutif du mouvement République de Donetsk, a déclaré que toutes les sphères d'activité vitale de la RPD ont été abordées avec beaucoup de bonnes propositions. Ils ont fait un travail minutieux pour essayer d'élaborer ces propositions de manière à ce qu'elles soient réalisables, pas partir dans des trucs complètement utopiques. Donc là, ils ont recueilli un nombre énorme de propositions. Il y en a tellement que le correspondant de l'agence DAN qui était sur place a dit que les dossiers tenaient à peine sur le bureau de Madame Volkova. Il y en a tellement que ça déborde. Ça, c'est pour les politiciens qui disent que dans un cas de problème économique, politique, il n'y a qu'une seule solution, c'est celle évidemment de l'Occident avec son capitalisme à la limite fasciste. Là, on a la preuve que quand les gens se sentent investis de gérer leur propre destinée, ils sont capables d'être absolument créatifs. Voilà. Et de proposer et de s'impliquer. Ça, c'est un truc qui, franchement, me marque. Donc, lors de ce forum, des idées totalement nouvelles ont émergé. Les discussions étaient si enflammées que même après la fin du forum, les participants ont continué les discussions entre eux, en fait, sur les meilleures façons de développer la République populaire de Donetsk. Donc, il y a eu aussi beaucoup de propositions de la part d'entrepreneurs, de cadres, d'employés, de simples employés, d'entreprises qui opèrent aujourd'hui en RPD, à propos entre autres de la reconstruction des logements, du développement de l'industrie légère, beaucoup d'initiatives aussi liées à la relance de l'industrie du charbon et de la métallurgie dans son intégralité pour que leurs produits puissent être exportés, des propositions aussi sur le développement de prêts par l'intermédiaire de la Banque centrale républicaine, puisqu'effectivement c'est un gros problème qu'on a aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de banques qui fonctionnent ici, ne fonctionnent ici que des espèces d'organismes de crédit qui pratiquent des taux qui sont insoutenables, je veux dire. C'est pas gérable. Donc là, c'est entre autres beaucoup de représentants des entreprises, donc le monde des entrepreneurs qui a signalé qu'il y avait un gros problème d'accès aux prêts. Donc il y en a besoin. Et des questions liées au transfert de fonds, puisqu'effectivement, on est toujours pour l'instant coupé du monde extérieur de ce point de vue-là. Donc malgré la fin de la collecte des propositions, ils ont indiqué en continuant à en recevoir par téléphone et par courriel. Donc il y avait une hotline qui avait été mise en place. Donc, ce qui montre, comme on le disait, que la population de la République est profondément engagée dans le développement du pays et que les gens veulent participer activement à la vie politique de la République. Donc maintenant, après le temps de la récolte des propositions, il y a celui de l'examen, parce qu'il faut dépioter tout ça. Donc là, il semble qu'il va falloir qu'on attende au moins une semaine, c'est-à-dire jusqu'au prochain congrès du mouvement République de Donetsk, pour avoir les premiers résultats d'analyse de l'ensemble des propositions reçues. Et peut-être, on va avoir un premier avant-projet de stratégie de développement de la RPD pour les 5 prochaines années. Donc moi, je trouve ça bien, quand même, cette volonté du gouvernement d'impliquer la population, l'enthousiasme dont elle fait preuve aussi. Moi, franchement, ça me marque vraiment. C'est vraiment un processus collaboratif d'élaboration de la stratégie à long terme du pays. Et ça montre que sur certains points, entre autres de démocratie, le Donbass a décidément beaucoup de leçons à donner à l'Europe, à l'Occident en manière générale. Je pense qu'il y en a beaucoup qui devraient s'en inspirer. Ouais. Voilà. Sujet un petit peu moins joyeux, c'est celui des prisonniers que la RPD et l'RPL ont récupérés depuis le début du conflit. D'après la secrétaire de presse de Denis Pouchiline, qui je rappelle est négociateur en chef de la RPD à Minsk, environ 95% des prisonniers que la République a récupérés depuis le 12 février 2015, c'est-à-dire depuis la signature des accords de Minsk 2, qui prévoyait quand même un échange des prisonniers au format tous contre tous, je le rappelle. Donc 95% des prisonniers que la République a récupérés depuis cette date ont été torturés lors de leur détention en Ukraine. 95%. Quand je dis que la torture est utilisée de manière quasiment systématique par l'Ukraine. 95%. Voilà.
C'est pas 60, c'est pas 70, 95%. C'est quasiment la totalité. Bah, c'est de la Gestapo, hein, c'est tout. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. La majorité des prisonniers a d'ailleurs dû être soignés pour diverses blessures dues aux violences qui leur ont été faites pendant leur détention. Les blessures les plus fréquentes sont des fractures, des blessures au couteau, des blessures par balle dans les membres inférieurs et des dommages aux organes internes. Donc c'est lié au coup. Quand tu prends des coups très violents, tu peux faire des hémorragies internes et les organes n'aiment pas du tout ça. Donc c'est bien, hein, c'est beau. Ça confirme, hein, de toute façon, plus ou moins ce que disaient certaines organisations de défense des droits de l'homme et même le rapport de l'ONU sur le respect des droits de l'homme en Ukraine, hein, qui disait que l'usage de la torture était systématique, donc à 95%. Bah, le fait même que l'armée ukrainienne intègre des bataillons néo-nazis, ouvertement néo-nazis, avec des volontés criminelles, c'est déjà un aveu en soi. C'est déjà clairement, je dirais, exposé, en tout cas, montrer que l'armée ukrainienne... puis même au niveau du SBU, de toute façon, le SBU est aussi totalement infiltré par ces idéologies néo-nazis, et ça se reflète... parce que beaucoup de ces gens sont capturés par le SBU, la police ukrainienne, donc tu vois que ça a été totalement infiltré, et que on retrouve effectivement les méthodes de ces bataillons au sein des instances, on va dire, officielles. C'est quand même effrayant, hein, les forces de maintien de l'ordre ukrainiennes. Chapeautées par les États-Unis, qui prétendent ils ont dû prendre 2-3 cours de la CIA à Guantanamo, à mon avis. C'est bien parce que, entre guillemets, hein, enfin après coup, hein, parce que évidemment on peut pas espérer qu'ils continuent ces horreurs-là, mais ce qu'il y a de bien, c'est le côté positif de cette horreur-là, c'est que on voit de plus en plus les liens qui entre le nazisme historique et les États-Unis, la CIA et les méthodes aujourd'hui qui sont employées en Ukraine. Voilà. Si on regarde justement l'évolution de la situation en Ukraine, donc à peine plus d'un an après le précédent incident dans cet énorme entrepôt de munitions qui est situé dans la région de Kharkov, donc nos auditeurs se souviendront que l'année dernière, il y avait eu un énorme entrepôt de munitions côté ukrainien qui avait complètement pété. Il y avait eu un incendie qui s'était déclaré et il y avait des centaines de milliers de tonnes de munitions qui étaient parties en fumée, donc ça avait fait un superbe feu d'artifice. Là, les autorités ukrainiennes viennent d'admettre qu'un nouvel incendie ravage ceux qui restent des entrepôts situés à Balakleya, donc c'est dans la région de Kharkov. Oui. Donc l'année dernière, c'était le 23 mars 2017, donc un énorme incendie avait ravagé ce qui était l'un des plus gros entrepôts de munitions d'Europe. Parce que je rappelle qu'il était conçu pour stocker 150 000 tonnes de munitions. Une bonne partie des munitions qui s'y trouvaient avaient explosé, détruisant 70% des bâtiments de stockage. La dangerosité des explosions était telle qu'à l'époque, 36 000 personnes avaient été évacuées. Une zone d'interdiction de vol de 40 km autour de la zone sinistrée avait dû être déclarée. D'après les autorités ukrainiennes, environ $1 milliard de munitions avaient alors été perdues lors d'un certain incendie qui visait, semble-t-il manifestement, à cacher l'étendue monumentale des vols de munitions qui avaient lieu dans cet entrepôt. Ah oui, ça. Alors, il semble que cette fois, l'incendie ne soit pas d'origine criminelle, mais serait dû à un feu d'herbe sèche qui se serait propagé jusqu'aux entrepôts. Bon, Bastourine a l'air de douter de l'histoire officielle ukrainienne. Oui. On peut le comprendre, après ce qui s'est passé l'année dernière. Il faut savoir qu'il y avait encore des travaux de nettoyage et de déminage des restes d'obus qui n'avaient pas explosé suite à la catastrophe de l'année dernière. Donc, vous n'avez toujours pas terminé de nettoyer. Hein. D'accord. Qu'un incendie se déclare de nouveau. Là, ils ont évacué par mesure de sécurité 1500 habitants. Et malgré ça, le maire de Balakleya a déclaré que des explosions de munitions étaient entendues sur le territoire du dépôt militaire, donc c'est bien. J'espère que ces mesures de sécurité suffiront à éviter qu'il y ait de nouveau des victimes, puisque je rappelle que l'an passé, l'incident avait fait 5 blessés et 2 morts parmi les civils. Une femme dont le corps avait été retrouvé plusieurs jours après dans les décombres de sa maison, et un enfant qui était mort après que son père ait manipulé un des obus qui n'avait pas explosé. Pauvre gamin. Ça serait bien de rappeler aux gens qu'il faut arrêter de toucher à ces trucs. Ouais. C'est pas parce qu'il a pas pété qu'il peut pas vous péter la gueule. On est vraiment content de savoir que l'Ukraine n'a pas hérité d'une partie de l'arsenal nucléaire soviétique en 91, hein, parce que là c'est des armes conventionnelles. Hein. On a peine imaginé ce qui serait passé si ça avait été des armes nucléaires. Heureusement que via le mémorandum de Budapest, ils en ont été privés. Oui.
Sinon, je te raconte pas. Hein. Puis, on serait fait des Tchernobyl à répétition. Oui. Financièrement, en tout cas, ça s'arrange pas pour l'Ukraine, qui est en train de rembourser le FMI. Là, ils ont versé 451 millions de dollars ce mois-ci. Kiev qui continue de rêver à une prochaine tranche de 2 milliards. Il pense qu'elle va arriver au troisième trimestre 2018. Je pense que vous pouvez arrêter de rêver. Ouais. La Banque centrale ukrainienne peut fantasmer comme elle veut. Je rappelle que comme ils sont toujours pas prêts à mettre en place deux des exigences clés du FMI, que sont un véritable tribunal anticorruption indépendant, et surtout l'augmentation, oui encore, du prix du gaz, parce que je rappelle que le FMI exige une énième augmentation du gaz de 30% cette fois. Ah bah c'est le boulot du FMI de mettre à terre l'économie d'un pays qu'elle est censée aider. Partout où il passe, de la Grèce jusqu'à l'Ukraine. Là, Groysman, donc, qui est quand même le Premier ministre ukrainien, vient d'annoncer que les Ukrainiens ne peuvent pas payer plus, que le gouvernement est en fait en train de plancher sur des moyens de compensation, c'est-à-dire en fait, ok, on augmente le tarif, mais de l'autre côté, on va reverser quelque chose aux gens, tu vois, pour qu'ils s'en sortent, quoi, parce que là, ils voient bien que s'ils essaient de satisfaire le FMI, ils vont finir avec leur tête au bout d'une pique. Parce que les gens n'arrivent déjà plus à payer. Donc si tu augmentes encore de 30%, là, ça va mal se terminer. Je veux dire, quand tu pousses les gens à bout, au bout d'un moment, ça finit par péter la cocotte minute. Mais bon, le problème, c'est que, comme l'a rappelé le Premier ministre, sans l'aide du FMI, l'Ukraine ne pourrait pas s'en sortir puisqu'elle doit rembourser 27 milliards de dollars en 4 ans. Dans les 4 prochaines années. Donc oui, ils vont tout vendre jusqu'au sous-vêtement de leur grand-mère, mais ça suffira pas. De toute façon, le FMI va vous dépouiller totalement, vous mettre en esclavage. Voilà. Ça valait bien la peine de refuser la proposition russe et de signer avec l'Europe. Il n'y a pas à dire. Oui. Non, mais la bêtise est incommensurable, c'est clair, dans ce cadre-là. Puis ils sont pas partis pour aller mieux, entre autres, parce que je rappelle que donc Gazprom est en train de clôturer ses contrats avec Naftogaz et pour la fourniture de gaz à l'Ukraine et pour le transit vers l'Union européenne. Et puis le projet Nord Stream 2 avance bien, puisque l'Allemagne n'a pas l'intention de se passer, malgré quelques petites hésitations à un moment, mais bon, je crois que Poutine a fait comprendre à Merkel que si elle bloquait Nord Stream 2, le gaz russe avait de bonnes chances de partir vers la Chine. Oui. Je signale que c'est déjà le cas pour les hydrocarbures. Par rapport à l'année dernière, la Russie a basculé une partie de ses fournitures d'hydrocarbures de l'Europe vers la Chine. Ça ne sera pas très compliqué de faire la même chose avec le gaz, puisque je rappelle que Force de la Sibérie, qui est donc un gazoduc qui est en cours de construction entre la Russie et la Chine, sera terminé d'ici la fin de cette année. Voilà. Donc, je pose un peu le contexte. Donc Kiev commence à voir quand même que ça s'engoussit pour eux, et qu'il y a de bonnes chances qu'ils finissent avec peanuts en termes de transit de gaz. Et donc Kiev a carrément menacé Moscou de conséquences géopolitiques si Gazprom cesse de faire transiter son gaz par le territoire ukrainien. On a hésité à le mettre pendant ce temps-là, Kiev, celui-là, mais bon, je trouve que c'est pas drôle du tout. Parce que donc c'est le directeur commercial de Naftogaz, Yuri Vitrenko, qui a déclaré à la chaîne de télévision 112, qui est une chaîne de télévision ukrainienne, donc c'est pas vraiment la propagande russe. Il a dit, je cite, s'il n'y a pas de transit par le territoire ukrainien, la probabilité d'un conflit à grande échelle entre la Russie et l'Ukraine augmente également. Les politiciens européens doivent comprendre non seulement les conséquences économiques pour l'Ukraine, mais aussi les conséquences géopolitiques pour le monde entier. Donc en clair, ils sont prêts à lancer une guerre contre la Russie si la Russie coupe le robinet. Ça s'appelle du chantage. Oui. Ah, il est musclé celui-là. Oui, et surtout c'est débile. Parce que si vous voulez déclarer la guerre à la Russie, vous allez vous faire laminer. Alors déjà qu'ils sont pas foutus de se battre contre deux républiques autoproclamées du Donbass. Avec une armée qui est composée quand même majoritairement d'anciens mineurs, ouvriers, de gens qui n'étaient pas des militaires de carrière. Et vous voulez affronter la deuxième armée au monde. C'est une façon comme une autre, si tu veux, en quelques heures, ils vont se retrouver du fusil à la main,
à la plume de flamant rose dans les fesses en courant en direction de Kiev pour fuir le champ de bataille. Hein. Ouais. Bon, enfin, je sais bien qu'il y en a qui sont portés sur le seppuku, hein, sur le suicide rituel, mais Là, oui, hein, ça c'est pour une débâcle. Même la Bérésina, je ne suis pas certain qu'elle serait, de cette ampleur-là, hein, si les Ukrainiens osaient s'en prendre à la Russie. Hein. Ouais. Donc pour rappel, donc comme on le disait, le contrat de transit de gaz entre Kiev et Moscou expire en 2019. Hein, donc Gazprom est en train de le faire casser suite à un jugement complètement délirant de la Cour d'arbitrage de Stockholm. Gazprom a d'ailleurs déclaré mardi que le contrat ne sera pas prolongé en aucune circonstance. La société a ajouté que le transit de gaz pourrait continuer, mais seulement si l'Ukraine fournit les conditions nécessaires pour cela. C'est le vice-président du comité de gestion, Alexandre Medvedev, de Gazprom, qui a dit que pour ça l'Ukraine devrait se montrer un peu plus attractive sur le plan économique. En gros, arrêter sa russophobie maladive. Donc là, on voit que la Russie souhaite réduire considérablement son transit de gaz à travers l'Ukraine et la réorienter vers le Nord Stream et le Nord Stream 2. Moscou a déclaré que Kiev s'est avéré être un partenaire peu fiable dans les transits de gaz au fil des années. Une partie du gaz à destination de l'Europe pourrait donc également passer par le Turkish Stream, hein, qui est actuellement aussi en construction, lui aussi il avance bien. Donc c'est Erdogan et les Chinois qui vont sortir leur épingle du jeu, hein, je veux dire, et les Allemands avec le Nord Stream 2. Lorsque ces deux gazoducs, donc Nord Stream 2 et Turkish Stream, seront achevés, le transit par l'Ukraine devrait chuter de plus de 80%, selon Alexei Miller, le PDG de Gazprom. Il a ajouté que Gazprom n'a pas l'intention d'aider les pays voisins à restaurer leur économie à ses propres frais. Donc ça commence à schlinguer quand même pour l'Ukraine, je le dis. Sans compter qu'il y a même un projet de Nord Stream 3. Hein. Ouais, il commence même déjà à envisager Nord Stream 3. Donc ça, plus force de la Sibérie. Je veux dire, la Russie aura toujours des débouchés pour son gaz, faut pas se leurrer. Mais effectivement, là, on commence à voir l'Ukraine qui passe en mode hystérique. Et alors, pendant ce temps-là, Kiev, c'est le retour de notre clown en chef. C'est Porky. Alors, il en a fait une bonne avec les rations militaires. Ah oui, c'est le clown chef de cuisine. Ouais. On mettra des photos pendant que j'explique le truc. Ah, on conseille avant de regarder les photos, très important de mettre un sac en plastique à côté de soi. Ouais. Parce qu'on ne sait jamais. Voilà, donc je vais vous expliquer. Donc Porky a annoncé la fourniture de nouvelles rations militaires aux soldats ukrainiens. Alors, déjà qu'ils bouffent de la merde actuellement. Mais je suis pas sûr qu'ils vont être plus tentés par celui. Plus tentés par les nouveaux packages. Voilà, donc c'est pour les soldats qui sont dans le Donbass. Donc il était tout fier de lui, hein, Poroshenko. Il était en mode. Donc il a annoncé que des nouvelles rations avaient été développées selon les normes de l'OTAN, avec un paquet par jour, avec différents menus. Bon, déjà pour le côté innovant du truc, on a ça chez nous aussi. Hein. Ouais. Dans l'armée russe aussi, ça existe. Avec un truc, t'as 7 trucs différents pour couvrir une semaine sans bouffer la même chose pendant 7 jours. Ouais. Alors que là, ceux qui regarderont les photos se rendront compte que il y a quand même, en dehors du chocolat et 2-3 bricoles, c'est quand même monochrome. Hein, Ouais. Non, franchement, c'est affreux. Donc, il a dit, je cite, nos militaires dans le Donbass auront de nouvelles rations de campagne développées conformément aux normes de l'OTAN. Bon, je sais pas quelles sont les normes de l'OTAN en termes de rations militaires, mais si vraiment c'est conforme aux normes de l'OTAN, je pense que vous devriez revoir vos normes. Oui, ils ont dû se tromper alors, hein, c'était pas ceux de l'OTAN. Ouais. 7 paquets de repas individuels différents pour chaque jour de la semaine. À partir de maintenant, si un militaire n'a pas de cuisine de campagne à portée de main, il aura toujours la possibilité de recevoir une alimentation adéquate, de haute qualité et équilibrée. Oui, bien sûr. C'est ce que Porky a posté sur les réseaux sociaux. Donc il a dit, le menu enrichi comprend des entrées et des plats principaux, des fruits secs, du chocolat, de la confiture, du miel, du café, etc. Donc ce sont des sachets sous vide qui comprennent également des chauffages sans flamme pour réchauffer les repas. Les nouvelles rations sont incomparables par rapport aux précédentes, qui ne s'approchaient même pas de cette variété et de cette qualité, sans parler de l'époque où je faisais mon service militaire obligatoire, a rajouté le président qui a publié donc les photos des nouveaux repas prêts à manger. Donc là, nos auditeurs ont eu un petit aperçu, on aura diffusé les photos.
Bon, en vrai, moi, quand j'ai vu les photos du truc, effectivement, à part les biscuits et le chocolat, le reste, au mieux, ça ressemble à du vomi. Oui. Au pire, aux choses d'encore moins ragoûtant, ça ressemble à de la merde. Enfin, franchement, j'ai pas envie de manger ça. Quand je vois ça, j'ai pas envie de le bouffer, quoi. On constatera quand même que les photos se sont pas approchées des plats, probablement parce que il y a la dose de protéines qu'on constate dans les mauvaises rations alimentaires, hein, c'est celle des cafards et autres cancrelats qui habitent la nourriture. Bon, comme j'ai dit, l'enthousiasme de Poroshenko, ça me fait rigoler parce que c'est pas nouveau des trucs comme ça, des rations avec variation pour chaque jour de la semaine, ça existe, on en a chez nous. Oui, en plus, bon, j'ai déjà vu une de ces rations chez nous, hein, celle qui est distribuée aux soldats de l'RPD. Ça a l'air quand même autrement plus mangeable que leur truc, quoi. Sérieux, les rations qu'on a dans l'armée de l'RPD, ça ressemble pas à du vomi quand même. Ouais. Bon, je sais bien que les rations de militaires de survie, c'est pas des trucs hautement, mais quand même, il y a des limites. C'est quand même autrement plus mangeable. Enfin, les trucs qu'il y a en photo, sur le truc de Porky, là, j'ai envie de baquer ça à la poubelle. Il y a que les biscuits et le chocolat que je tenterai peut-être, et encore. Mais ouais, reste, les insectes, à la limite, hein, oui. Même les cafards, ça me tente pas, hein, franchement. Oh bah c'est certainement ça, hein, dedans. Hein. Alors peut-être reconditionné pour pas que ce soit identifié comme tel, mais bon. Ouais, mais ça a l'air dégueulasse, hein. Franchement, c'est une consistance, une couleur, enfin, ça ressemble à rien. Franchement, excuse-moi, enfin, moi j'ai passé pas mal de temps sur le front, j'ai quand même dormi plusieurs fois sur le front avec les soldats. Je les ai jamais vus bouffer des trucs qui avaient cette gueule-là. Ouais. Les soldats de l'RPD n'ont jamais mangé des trucs qui ressemblaient à du vomi. Ah ouais. Jamais. On peut peut-être. Souvent, ils font du borsch, de la soupe. Ils s'arrangent toujours d'ailleurs pour se mettre une cuisine de campagne. Et ils se font des trucs comme ça. Enfin, je dirais, ils se font des patates au lard, de la soupe, de la cacha. Même la cacha, qui pourtant n'est pas ultra ragoûtante pour un occidental, ça n'a pas cette gueule-là quand même. Pas exagéré. Là, c'est vraiment du vomi, quoi. Alors peut-être que la tablette de chocolat cache une certaine dose de weed, hein, pour encourager les soldats. Magiques. Voilà. C'était des chocolats magiques, merde. Ça va faire gaffe, ils vont avoir des hallucinations, ils vont avoir des éléphants roses et des envahisseurs russes après. Ouais, mais c'est pour les encourager sur le front, tu comprends. Il faut bien entretenir l'illusion. Ouais, sérieusement, il y a des trucs, je le filerais même pas à un chien, quoi, sérieusement. Oui, ouais, c'est de la bouffe pour chien. Donc ça, voilà. C'est vraiment un chien que tu vas empoisonner, quoi. Ou la pauvre bête a rien bouffé depuis 15 jours. Ouais, c'est ça, quoi. Enfin, je veux dire, là, c'est... Encore, je crois qu'elle préférera becter le soldat ukrainien plutôt que la ration de survie, tu vois. Lui croquer un mollet. Lui croquer un mollet, voilà. Donc, voilà un peu la situation. Donc, bon, quand tu vois l'état du truc avec les rations alimentaires fournies à l'armée ukrainienne, non, mais je comprends qu'ils soient pas très combatifs, les mecs, hein. Ouais. Je comprends qu'ils ont un peu de mal à monter leur offensive, à mettre leur plan à exécution. Je dirais, entre leur armée qui se barre complètement en couille et puis les rations alimentaires qui ont encore plus envie de se barrer tout court. Je vais faire le cynique. Je pense que les patrons de cette future opération militaire contre le Donbass se disent que comme de toute façon ils vont finir au fond d'un trou 6 pieds sous terre, pourquoi dépenser de l'argent à les nourrir dignement, hein. Oui, voilà. Vu comme ça. Ouais, c'est possible qu'il y ait des trucs comme ça. Enfin, en tout cas, quand je vois Poroshenko qui joue les enthousiastes devant des photos comme ça. Ouais, bah oui. Calme ta joie, quoi, mon gars. Je veux dire, il n'y a pas de quoi être enthousiaste. Je veux dire, j'ai mangé plusieurs fois sur le front avec les soldats. J'ai mangé ce qu'ils mangent ici en République populaire de Donetsk. Et j'ai jamais vu, sérieusement, des trucs qui ressemblaient de près ou de loin à quelque chose d'aussi immonde que ces rations alimentaires. Sérieusement, j'ai déjà vu les rations qu'on a ici. Je veux dire, j'en ai déjà mangé. Ça ressemble pas à ça. C'est pas de la haute cuisine, on est d'accord, mais quand même. Bah, écoute, Porky, si jamais au moment du lancement de l'offensive, il voit tous ces soldats partir dans le sens opposé du front, il faudra pas qu'ils viennent se plaindre. Hein.
Ah bah ça c'est clair. Donc voilà, c'est ça la situation. Donc je pense, comme Bassourine, qu'on va aller vers un crescendo de provocation, etc. Parce que l'armée ukrainienne a besoin je pense, d'une raison médiatiquement. Ils ont besoin de l'aide de l'OTAN. Hein. Ils continuent sur leur délire de faire venir les casques bleus ici comme force d'invasion. Ou les forces de l'OTAN, parce qu'en fait, ils se rendent bien compte que tout seuls, ils vont pas y arriver. Mais pour impliquer l'OTAN ou les casques bleus, il leur faut une raison médiatiquement valable, et que pour l'instant, ils l'ont pas. Donc, ça continue les provocations, les tirs sur les civils, les tirs sur les points de passage, etc. Et puis des false flags potentiels. Hein. Des false flags potentiels, je pense que ça va se multiplier. Parce que ils ont besoin de ça. Sans ça, ils vont devoir se lancer à l'assaut tout seuls et ils vont se faire exterminer, ça c'est clair. Je pense qu'ils en sont quand même conscients au sein du commandement ukrainien. Je pense qu'ils sont débiles, mais pas à ce point-là. Mais la situation presse, parce que l'état de leur pays devient de pire en pire. Là, ils viennent de sortir 451 millions pour rembourser le FMI. Mais ils vont pas pouvoir continuer. Hein. Si le FMI ne leur donne pas une prochaine tranche pour rembourser les trucs précédents, ils vont pas pouvoir s'en sortir. C'est aussi simple que ça. Tout simplement pourquoi? Pour tous ceux qui disent oui, machin, mais bon, c'est de la faute de l'agression russe dans le Donbass, donc j'ai pas d'agression russe dans le Donbass, déjà de une. De deux, il faut quand même se rappeler que avant qu'Yanukovych soit destitué de manière totalement inconstitutionnelle, pourquoi Yanukovych avait finalement préféré la proposition russe à la proposition européenne? Parce que Yanukovych, contrairement à ce que vous pouvez penser, n'était pas particulièrement pro-russe. Bah oui. Yanukovych était pragmatique. C'était pas un débile. Il avait fait les calculs. Il avait fait les calculs qu'en maintenant et en augmentant les liens industriels avec la Russie, en travaillant main dans la main avec la Russie. En plus, la Russie proposait 15 milliards. Elle mettait 15 milliards sur la table. Oui, par an. 15 milliards de dollars par an. Et des prix préférentiels sur le gaz. De l'autre côté, qu'est-ce que l'Europe proposait? Il avait bien compris qu'en signant l'accord d'association avec l'Europe, il se fermait les marchés russes, qui sont quand même les marchés majoritaires pour l'Ukraine. Donc ça, il perdait ses tarifs préférentiels sur le gaz, et l'Europe mettait péniblement 500 millions, je crois, ou un million, enfin 1,5 milliard, enfin une paille ridicule. Comparé à la proposition russe, c'était ridicule. Il a fait les calculs. Je veux dire, il a pris ses calculettes, il a calculé quel était le plus avantageux pour l'Ukraine. Et ce qui était le plus avantageux pour l'Ukraine, c'était la proposition russe. Là, l'Ukraine vient de sortir de la CEI, de la Commission des États indépendants. Donc c'est très mauvais. Donc ils sont de plus en plus en train de couper les liens avec la Russie, sur le plan économique, etc. Et ils se tirent une balle dans les deux pieds. Et en après, plus, en plus, les quotas des produits fabriqués en Ukraine envoyés en Europe ont déjà été limités. Ridicules, ils sont atteints au bout d'à peine un mois ou deux. Et donc après, les trucs sont taxés. L'Ukraine se gargarise d'envoyer des framboises ou je sais pas quoi vers l'Europe ou son miel. Je veux dire, mais qu'est-ce qu'on peut arrêter les conneries 5 minutes? C'est pas avec du miel et des framboises que tu vas redresser l'économie de ton pays. Ah bah c'est clair, oui. On va arrêter les bêtises. C'est avec de l'industrie manufacturière, mais l'industrie manufacturière ukrainienne n'est pas aux normes de l'Europe. On voit des grandes sociétés comme Antonov qui sont mises en faillite. C'est une honte. C'est une honte. Et vous espérez redresser le pays comme ça, c'est n'importe quoi. Donc l'Ukraine va continuer de s'enfoncer. Donc je pense qu'à un moment, soit ils arrivent à entraîner l'OTAN dans leur délire, soit en fait ils vont se lancer à l'assaut parce qu'ils n'ont plus le choix, parce que le pays coule tellement que voilà. Mais je sais pas combien de temps ça va prendre, c'est la grande question. J'espère quand même que donc, la semaine prochaine je serai un peu moins présente sur les réseaux puisqu'il va y avoir toutes les festivités donc je vais couvrir donc jour de la victoire avec la parade, le jour de la République, nous allons aussi mener des grosses actions humanitaires la semaine prochaine, donc je vais être très très peu disponible, donc j'espère quand même qu'ils vont, c'est un vœu pieux, mais j'espère quand même qu'ils vont se tenir plus ou moins et que ça sera pas l'occasion de provocations sanglantes comme l'année dernière où ils avaient tiré, je rappelle, dans le sud de la RPD, ils avaient tiré sur Biezi-Menoyer en plein pendant la parade de la victoire.
Ça fait quand même des blessés parmi les civils. Donc j'espère qu'on n'aura pas droit à ce genre de sketch cette année. Mais bon, je suis pas très optimiste. Ouais. Et donc je te dis à la semaine prochaine pour le 90e Sitrecom. Ok, bah, très bien. Merci Christelle, encore une fois, ces informations depuis le Donbass qui nous sont nécessaires, nous, pour savoir exactement ce qui s'y passe, hein, puisque faut pas compter sur les médias occidentaux, mainstream, et surtout pas en France, pour avoir ne serait-ce qu'une petite idée de ce qui s'y passe. Donc merci Christelle, et à la semaine prochaine, en espérant qu'on ne soit pas obligé de faire une spéciale en urgence. J'espère aussi, et je te dis bonne soirée. Bonne soirée, au revoir Christelle. Bonne soirée, au revoir.